Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. L'actualité politique burkinabé est marquée par un événement majeur, l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ancien chef de l'État, arrivé au pouvoir par un coup d'État avant d'être renversé à son tour, Damiba est aujourd'hui au cœur d'une procédure judiciaire qui fait beaucoup réagir. Après plusieurs mois passés à l'étranger, son retour au Burkina Faso soulève de nombreuses questions. Pourquoi maintenant? Quelles sont les accusations retenues contre lui? Et surtout, quelles conséquences cette extradition peut-elle avoir sur la vie politique, la justice et la stabilité du pays? Ce soir, nous allons analyser les faits, décrypter les enjeux et confronter les points de vue autour de ce dossier sensible qui divise l'opinion publique. Restez avec nous, le débat commence maintenant. L'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais officielle. À votre avis, est-ce qu'il s'agit d'un acte judiciaire classique ou d'un geste politique lourd de sens? Non, je dirais plutôt que c'est un geste juridico-politique. Parce que depuis 2024, le Burkina demandait son extradition et ne tenait pas son extradition. Si vous lisez le communiqué, c'est très important. Vous savez que les autorités du Burkina Faso ont introduit récemment la peine de mort dans l'arsenal judiciaire. Dans le communiqué, il est dit quelque part, c'est vrai, le Burkina a rétabli la peine de mort, mais dans ce cas précis, la peine de mort, la peine capitale ne sera pas appliquée. Donc il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, puisque en principe il y a séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, mais là on se rend compte que il y a eu des discussions politico-judiciaires. Je pense que le Togo, à un moment, était à bout de souffle, parce qu'il y a eu des pressions de la part de Ouaga. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une réalité politico-économique également, parce que le port de Lomé, c'est aujourd'hui le port de l'AES. Donc le Togo avait également des intérêts. Alors, le Togo, justement, souvent perçu comme un acteur stratégique discret, a-t-il voulu envoyer un message particulier à la CEDEAO à travers cette décision, selon vous? Je pense que le Togo a un pied dans la CEDEAO, un pied dans l'AES. Le Togo a besoin de la CEDEAO et le Togo a besoin de l'AES. Je pense que c'est un jeu d'équilibrisme que le Togo joue. Mais de l'autre côté, quand même, il faut savoir que le président du Togo, un petit pays, c'est vrai, mais qui a des ambitions dans la sous-région. Je pense que il a dû peser le pour et le contre. Il a dû se dire, je suis obligé cette fois-ci de l'expulser. Il a résisté parce que depuis 2024, d'après mes informations, c'était demandé par le Burkina Faso. Mais ensuite, maintenant, ça dépend des preuves qu'ils ont eues. Parce que d'après mes informations, ils auraient tensé quand même le colonel Damiba en lui disant « Tu nous avais promis de rester tranquille, voilà la preuve que tu n'es pas resté tranquille. » Bon, tout ça, il faut dire qu'il faut attendre la version officielle de Damiba, puisqu'il n'a pas encore accès à son avocat. Mais cela dit, je pense que le Togo était à de jouer l'équilibrisme pour pouvoir s'en sortir à un moment. Très bien, Serge Daniel, je reviens à vous dans un instant. Le temps pour moi de... Vous voulez poser une question à Serge Daniel? Alassane Rabo, allez-y. Bonsoir Serge Daniel. On sait que Damiba, c'est un nom qui résonne bien dans la rang de l'armée burkinabé. Est-ce que vous pensez que cette extradition va créer des frictions au sein de cette armée et puis bien sûr peut-être même des mouvements dans le pays de façon générale? Ça va être intéressant de le voir, mais si vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous exprimer contre. Si vous exprimez officiellement contre, vous êtes arrêté. Disons les choses clairement, il n'y a pas cette liberté d'expression que vous avez, vous, à Abidjan aujourd'hui, ou moi à Dakar, ça n'existe pas au Burkina. C'est un tour de vis de la junte. Ce que je sais, ça peut permettre de voir un peu plus clair par rapport à votre question, c'est que le patron des renseignements burkinabé lui-même se serait déplacé au Togo pour pouvoir demander l'extradition. Maintenant, au sein de l'armée, vous savez, l'armée burkinabé, c'était une armée
très organisée. C'était l'une des armées les plus organisées de la sous-région, sous Blaise, quoi qu'on dise. Hein. Mais tout est surveillé. Vous avez appris déjà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une propagande qui nous indique que des militaires seraient impliqués dans le putsch, que le téléphone ou les téléphones de Damiba auraient parlé et que des arrestations auraient lieu actuellement. Donc s'il y a contestation, la contestation au sein des troupes risque d'être tout de suite réprimée. Je ne vois pas comment aujourd'hui, à Ouaga je veux dire, comment tout de suite il peut y avoir dans l'armée des gens qui vont se révolter. Peut-être que certains ne sont pas contents, parce que Damiba, c'était quand même un officier supérieur. Mais en revanche, ce serait difficile, et j'en aurais terminé, ce serait difficile à des militaires aujourd'hui de s'exprimer publiquement sur le sujet à Ouagadougou, de dire oui, nous réclamons. Mais il faut attendre de voir comment ça va se passer sur le terrain, comment les hommes de troupe vont réagir. Ça, c'est une question qu'on peut effectivement se poser. Cheikh Oumar ? Alors, moi, je regarde cette situation avec une certaine forme de... C'est amusant quelque part. Quand vous regardez, par exemple, et je prends tous les pays qui sont aujourd'hui appelés par beaucoup de politologues, ils appellent ça la ceinture des Kouta, donc Mali, Niger, Burkina et un peu la Guinée. Alors, au Mali, le pouvoir actuel est arrivé tôt et c'est sous eux que se passe le procès de Amadou Aya Sanogo. En Guinée, c'est sous Mamadi Doumbia que se passe le procès de Dadis et compagnie. Et ensuite, c'est le tour du Burkina maintenant. Comme quoi, ceux qui font des coups d'État se font souvent prendre avec l'appui d'autres qui font des coups d'État. Comme quoi, tout le monde sait que faire des coups d'État a des conséquences spécifiques et qui finiront bien évidemment par payer ces conséquences-là. Aujourd'hui, ce jeu, tout le monde le savait. Le choix du Togo pour Damiba, c'était un faux choix. C'est un choix qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas malin, surtout connaissant la position politique du Togo. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Les gens ont pendant longtemps parlé de Faure qui se déplace tard la nuit dans ces pays-là. Les négociations CEDEAO-AES, le rôle que Faure a pu jouer dans ça, à un moment donné, il fallait comprendre que le pouvoir au Togo a des intérêts et que ces intérêts passeront certainement au-delà de la personne de Damiba. Maintenant, ce qui lui est reproché, c'est aussi ça le challenge, parce qu'on lui reproche blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, incitation à la criminalité. Toutes ces choses peuvent être reprochées à qui aussi? À celui qui demande à ce qu'on ne lui rende. Donc réellement, pour moi, cette situation, c'est juste un autre tour de magie, parce que récemment, avec la situation au Bénin, récemment avec les situations au Venezuela, la narrative par laquelle ces pouvoirs installés par le putsch sont bien fortes et peuvent faire quelque chose, c'est effriter. Et connaissant bien les approches utilisées par Ibrahim Traoré, ce n'est qu'une autre approche pour dire je suis encore là et je peux faire quelque chose. Et pour cela, il fallait trouver les moyens. Et s'il le faut, satisfaire les besoins du Togo pour récupérer Paul-Henri Damiba. Docteur Banga ? Moi, déjà, je suis d'accord avec lui, il y a une imprudence chez Damiba. Je peux comprendre que dans le feu de l'action sur le Togo, mais perdurer au Togo, quand c'est les relations qu'on a entre le Togo et les pays de l'AES, moi, c'est totalement imprudent. D'autant plus qu'à chaque tentative avérée ou pas, ou supposée de coup d'État, on connaît le narratif, c'est Damiba, la Côte d'Ivoire, la France. Donc, il devait, moi, à mon avis, bouger. Après, pour le Togo, il y a deux choses. Soit les preuves ont été irréfutables, on verra, mais je pense qu'il y avait d'autres solutions pour le Togo. Moi, la solution la plus importante, idéale pour le Togo, c'est de demander à Damiba de quitter le Togo. Parce qu'aujourd'hui, le Togo se positionne en médiateur, à la fois dans des crises ouest-africaines, mais même dans la crise de la RDC. Quand vous positionnez en médiateur, quel signal vous envoyez? Ça veut dire que si demain, un Faure réussit à obtenir que
je dis par exemple, Joseph Kabila doit venir en exil à Lomé, il ne viendra pas. Plus aucun opposant ne voudra venir en exil à Lomé, parce qu'il va se dire à n'importe quel moment, je peux me retrouver dans le pays. Et puis, il y a une tradition d'asile africaine qu'on maintient. Et aujourd'hui, quand vous acceptez, parce qu'on oublie trop souvent les conditions dans lesquelles Damiba est parti. Damiba est parti dans des conditions où, peut-être que Eric pourra mieux en parler que nous, où son armée n'avait pas perdu le combat. Ils avaient peut-être perdu la bataille, mais pas encore la guerre. Et c'est en ce moment-là que ce soit le Moro Naba, les chefs traditionnels, les chefs religieux, le Togo apparaît pour dire à Damiba, si tu continues de faire de la résistance face à ce qu'enclenche Ibrahim Touré et sa bande, on risque de se retrouver dans le chaos. Et donc, pour éviter le chaos, casse-toi au Togo. Mais à partir de ce moment-là, ce n'est plus, on parle de droit ou de politique, mais Damiba n'est pas en situation de droit au Togo, il est en situation politique. Et en ce moment, la première solution doit être politique. Soit on a des preuves irréfutables comme Damiba, en ce moment-là, on le menace, on lui demande d'arrêter, quitte à le garder quelques jours, on lui demande tout simplement de plier bagage. En ce moment, on n'est plus fâché avec les potes burkinabés, mais dans cette condition-là, le Togo lui-même, qui veut se positionner en médiateur dans les crises africaines, envoie un très mauvais signal aux opposants qui vont vouloir se réfugier au Togo au nom de la paix dans leur pays. Bien sûr. Eric Bayala? Oui, mais sur la question, c'est une question qu'il faut traiter avec circonspection, parce que la posture du Togo gêne un peu. Quand on lit le communiqué, il est clairement indiqué qu'il y a eu des garanties que le Togo a pu obtenir en ce qui concerne que M. Damiba ait un procès équitable et que la peine de mort ne soit pas exécutée contre lui. Mais que sont les partis en présence qui discutent du contenu de son extradition? Vous avez d'un côté le Togo, qui est, j'allais dire, avec un président qui est élu, et de l'autre côté, vous avez une junte militaire, et donc qui n'a pas de légalité constitutionnelle. Et donc, rien ne peut engager donc, ces accords-là que le Burkina prend vis-à-vis du Togo. Ça, c'est d'abord un premier point. Le second point, n'oublions pas que le lieutenant-colonel Henri Damiba était le chef de la junte qui a fait le coup d'État contre Roch et Christian Kaboré. Et il avait, au niveau de la transition, on a parlé de MPSR 1. Et Ibrahim Traoré arrive avec le même MPCR, mais 2, avec des visions différentes. Et donc, il y a forcément, si vous voulez, depuis toujours, cette volonté manifeste de pouvoir maîtriser Damiba, parce que Damiba avait été le chef dans l'armée d'Ibrahim Traoré, il avait les troupes avec lui. C'est cela. Mais à côté de cela, quand le coup... Ce que je veux vous proposer, c'est de vous permettre de faire votre développement juste après le JT, parce que l'heure commence à presser. Je vais permettre quand même à Sylvain Guédé-Débailly d'en dire un mot avant d'aller à NCI News. Sylvain? Oui. D'entrée de jeu? Oui, d'entrée de jeu, moi je dirais que le lieutenant-colonel a peut-être manqué une occasion, n'est-ce pas, de ne pas gêner le pouvoir burkinabé, puisque il sait très bien, c'est à l'issue des négociations qu'il a pu obtenir l'exil au Togo. Il devrait donc rester tranquille. Mais dans tous les coups, avérés ou non, son nom est toujours cité. Il a fini par agacer son hôte, qui est le président Faure Gnassingbé, et le président Faure Eyadema. Et je pense que quand on me dit que Damiba, on devait lui proposer de quitter le Togo, non, il n'avait pas à quitter le Togo. Le Burkina a présenté une demande d'extradiction, accompagnée d'un mandat d'arrêt. Il ne pouvait qu'exécuter le mandat d'arrêt, comme il l'a fait dans d'autres situations. Dans la situation ivoirienne, on se souvient que Dida Kwasi, qui était aussi réfugié au Togo, a été extradé dans les mêmes conditions. Donc, c'est le même Togo, c'est le même Faure. Et je pense que l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais je pense que Damiba est présumé innocent. Il fera face à la justice burkinabé. Dieu merci, la peine de mort ne sera pas retenue contre lui. Il est présumé innocent. Le procès va s'ouvrir. Peut-être qu'il pourra gagner le procès. Qu'est-ce qu'on en sait?
Serge Daniel, avant de vous laisser partir et avant de courir à NCI News, dites-nous, est-ce que selon vous, le Burkina Faso aujourd'hui dispose de garanties judiciaires et sécurité suffisantes pour juger un ancien chef de transition et ne pas appliquer surtout la peine de mort? Nous sommes dans un régime d'exception. Dans un régime d'exception, la loi n'est pas forcément respectée, c'est la loi du plus fort qui compte. Je voulais me permettre très rapidement de dire quand même quelque chose à propos de Damiba, c'est que d'après mes informations, depuis 2022, il rêvait de quitter le Togo pour se rendre aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Est-ce qu'on l'en a empêché? Est-ce qu'il n'a pas eu les moyens? Je voulais me permettre de le préciser parce que j'ai entendu tout à l'heure au cours du débat des gens intervenir sur sa présence au Togo. Très bien. Alors, pour revenir à ma question, les garanties d'un procès équitable pour Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. On va voir comment ça va se dérouler. D'abord, il est arrêté, c'est une arrestation. Pour le moment, il n'a pas encore vu son avocat, il n'a pas encore vu d'avocat d'après mes informations. Son épouse est sans nouvelles de lui. On va voir ce qui va se passer, devant quel tribunal il sera jugé. Donc, en termes de perspective, je pense qu'il faut plutôt des hypothèses. Je ne peux pas affirmer brutalement qu'il ne sera pas jugé en respectant la loi. Je ne peux pas dire le contraire. Il faut attendre de voir comment les choses vont se dérouler. L'avenir nous dira, adviendra que pourra. Merci beaucoup Serge Daniel d'avoir répondu à nos questions depuis Dakar. Voilà qui met fin à cette émission consacrée à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Un dossier sensible, aux enjeux politiques et judiciaires importants, qui continue de faire débat et de susciter de nombreuses interrogations. Merci à nos invités pour leurs analyses et à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager votre avis en commentaire. Dites-nous également si vous souhaitez une deuxième partie pour approfondir ce dossier. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle émission.